Bonjour, Monsieur Karel Verheken. Vous êtes vice-président du parti politique français Solidarité et Progrès. Merci d'avoir accepté de parler au micro de CGTN français et donc sur scène du conflit russo-ukrainien et des questions connexes. Donc, selon vous, quel est le rôle de l'OTAN et des États-Unis dans ce conflit? Alors, pour l'instant, c'est un rôle qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qui est officiellement affiché. C'est-à-dire, normalement, l'OTAN était une organisation de défense commune qui aurait dû nous protéger contre l'Union soviétique. Mais depuis 1991, la question avait été posée, est-ce que l'OTAN a encore une raison d'être, puisque l'Union soviétique s'est effondrée et le pacte de Varsovie s'est dissous. Donc très rapidement, il y a eu une tentative, comment on dit ça, mondialisant. Il est apparu au moment de la dislocation de l'URSS, qui avait déjà tout un projet, notamment pour le désarmement de l'Europe, pour enlever, réduire la présence des armes, etc. Et il y a autour de M. Bush, M. George Bush, père, il y a eu tout un courant qui a dit nous sommes dans un mouvement unipolaire, c'est-à-dire nous avons gagné, entre guillemets, la guerre froide. Samuel Huntington avait écrit la fameuse thèse sur la fin de l'histoire, c'était la fin de l'histoire, et donc il y a eu une tentative et une tentation de faire des États-Unis en fait le vainqueur et la seule superpuissance au niveau mondial, au point où certains Américains voulaient même dire que l'Union soviétique, que la Russie était une sous-préfecture, était une petite puissance, alors que bon, c'est quand même le territoire le plus vaste du globe terrestre. C'est aujourd'hui quasiment la première puissance nucléaire en termes du nombre de têtes nucléaires. Donc, c'était en fait une volonté hégémonique. Et petit à petit, en fait, tout de suite, on a commencé donc à chercher des nouveaux ennemis. Parce que vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le budget de la défense, il est de 700 à 800 milliards de dollars. Donc ça fait travailler énormément de gens, énormément d'industries, de production d'armement. Et pour justifier ces dépenses, évidemment, vous avez besoin d'un ennemi. Si vous n'avez que des amis, vous n'avez pas du tout besoin, vous ne pouvez pas justifier des investissements aussi lourds. Donc il est apparu, bien sûr, à la suite du débâcle soviétique en Afghanistan, il s'est avéré que le terrorisme djihadiste, le fondamentalisme islamique s'est répandu un peu partout et on a dit non, 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 l'OTAN maintenant, il va lutter, il y a d'autres ennemis maintenant, tout aussi global, la globalisation des problèmes, c'est maintenant, c'est le terrorisme, c'est même aujourd'hui le réchauffement climatique. Si vous lisez vous savez ce qui était maintenant récemment un coup d'accélérateur dans la crise actuelle, ça a été la réunion de Bruxelles l'année dernière, en 2021, où l'OTAN a présenté son dernier programme qui s'appelle OTAN 2030, où il fixe les grands objectifs. Et là, c'est clairement dit que les nouvelles menaces, c'est la Russie et la Chine, qui sont des régimes autocratiques qui ne veulent pas respecter le rules-based order, l'ordre mondial basé sur les règles, mais aussi le changement, soi-disant le changement climatique, etc., etc. Alors, il y a une grande confusion, et c'est là où nous sommes absolument en accord avec ce que notamment la Chine défend, c'est qu'il y a une grande confusion en ordre mondial basé sur les règles et le droit international. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, il y a eu en 1941 la charte de l'Atlantique que Roosevelt a imposée sur Churchill, et qui est en fait basée sur l'ordre westphalien, qui est l'ordre après la guerre de 30 ans, qui se résume en gros à 5 principes qu'on retrouve absolument partout, qui sont la reconnaissance de la souveraineté nationale, le respect de l'autre,
l'obligation de régler les différends par un dialogue pacifique, par la coopération mutuelle, et donc la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Et ça, c'était dans la Charte de l'Atlantique. On le retrouve dans la Charte de l'ONU. Donc ça, c'est la base même du droit international, qu'on a aussi même, quand ce n'est pas appliqué, il y a d'autres pays qui se réunissent pour exiger que ce soit appliqué. C'était notamment le cas en 1955 à Bandung. Les grands principes de la conférence de Bandung entre l'Afrique et l'Asie, c'était pour simplement exiger l'application du droit international. Et c'est toujours en fait le combat aujourd'hui, parce que ce qu'on voit, c'est, je l'ai encore vu hier, parce que là vous avez le patron de la NASA aux États-Unis qui dit, voilà, la Chine refuse de coopérer avec l'ordre mondial basé sur les règles que nous avons évidemment écrites. Donc il y a une incapacité congénitale du côté occidental avec ce passé de la guerre froide, de concevoir l'autre, le principe d'altérité, de concevoir qu'il y a d'autres pays, qu'il y a d'autres cultures, qu'il y a l'Indonésie, qu'il y a l'Inde, qu'il y a la Chine, qu'il y a le Brésil, qu'il y a les BRICS, qu'il y a tout un tas de pays qui sont des puissances qui montent et qui doivent légitimement prendre une place dans le concert des nations dans le monde. Donc aujourd'hui, le problème de l'OTAN, c'est que c'est devenu... L'OTAN est en train de s'ériger comme un gouvernement mondial. Quand je vois M. Stoltenberg ou Mme von der Leyen, parce qu'en plus, vous avez cette espèce de fusion entre la Commission européenne et l'OTAN, qui sont de plus en plus proches, puisque vous avez 21 pays de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN. Donc toute la politique de défense de l'Europe, ce n'est pas du tout une autonomie stratégique, c'est une soumission à cet ordre de l'OTAN. Et dès que, par exemple, la Russie avait proposé une discussion sur les enjeux stratégiques, en fait, c'est Stoltenberg et von der Leyen qui répondent avant même que les chefs d'État des pays membres de l'Union européenne soient consultés. Donc, il y a une dérive d'une organisation qui est une organisation un pacte de défense mutuelle qui est en train de s'ériger en gouvernance mondiale, alors qu'elle n'a absolument pas la légitimité pour le faire. Donc, dans la crise de l'Ukraine, certes, on peut condamner la Russie pour avoir violé disons, pour avoir lancé son opération militaire, mais en fait, toutes les conditions pour que cette guerre éclate, en fait, on n'a absolument rien fait. On avait toutes les possibilités pour, à titre préventif, proposer des discussions et des accords qui auraient pu éviter que la situation dégénère au point où elle a dégénéré aujourd'hui.